Vous êtes bien devant LCI Direct. Ce plan de Trump était jusqu'ici resté secret avant d'être dévoilé par le Wall Street Journal. Le plan américain visant à restructurer les économies de l'Ukraine, mais aussi de la Russie, provoque un affrontement avec l'Europe. Trump envisagerait de débloquer les 200 milliards de dollars de fonds russes gelés en Europe pour sortir Moscou de l'isolement et aider un Poutine en difficulté sur le plan économique. Pour comprendre ce qui se joue, j'ai le plaisir d'accueillir le général Bernard Norlin. Bonjour général. Bonjour. Général d'armée aérienne en 2e section et président d'Initiative pour le désarmement nucléaire, ancien directeur de l'IHEDN. Jean-Antoine Duprat, vous nous avez rejoint, géopolitologue, ancien professeur associé à la Sorbonne. Thomas Misraki, grand reporter, spécialiste des questions internationales sur LCI. Et Anastasia Kirinenko, bonjour. Bonjour. Journaliste d'enquête indépendante franco-russe, co-réalisatrice du documentaire Poutine, le parrain. Avant de vous entendre, Sylvia, vous nous avez rejoint. Expliquez-nous que contient ce plan américain. Oui, alors cette fois-ci, le Wall Street Journal a eu accès aux annexes non divulguées du plan de Washington. On peut les résumer en une phrase, Marie-Aline. Le business en échange de la paix. En jeu, évidemment, la reconstruction de l'Ukraine et le retour de la Russie dans l'économie mondiale. Dans ces documents, il est notamment question de pouvoir exploiter 200 milliards d'actifs gelés russes pour des projets en Ukraine. Par exemple, construire un immense centre de données alimenté par la centrale de Zaporijjia, qui, on le rappelle, est contrôlée par les Russes, avec la promesse pour les vétérans qui déposeraient les armes, de salaires dignes de la Silicon Valley. Mais ce n'est pas tout. Une autre annexe détaille tout un programme pour faire sortir la Russie de l'isolement avec des entreprises américaines qui investiraient dans des secteurs stratégiques allant de l'extraction des terres rares au forage pétrolier dans l'Arctique. Alors on sait que ça fait partie des discussions depuis des mois entre Kirill Dmitriev, Steve Witkoff, Jared Kushner aux États-Unis, avec des entreprises américaines qui se sont déjà positionnées, qui ont pris contact en Russie. Un plan qui prévoit aussi, plus étonnant encore, le rétablissement des flux énergétiques russes vers le reste du monde et vers l'Europe de l'Ouest, alors que, vous le savez, les 27 sont en train de se couper totalement du pétrole et du gaz russe. Cela sera effectif à l'automne 2027 pour le gaz russe. Un accord a été justement trouvé cette semaine. On imagine mal les Européens tirer un trait sur cette stratégie. L'Europe qui considère la Russie comme la plus grande menace pour sa sécurité. Oui, on imagine que ces propositions ont dû désarçonner les Européens. Effectivement, lundi à Londres, en tout cas, elles se sont déclarées plutôt sceptiques. Sur les fonds russes gelés, par exemple, les Européens ont une toute autre interprétation. Ils souhaitent les utiliser pour acheter des armes, pour reconstruire l'Ukraine, alors que cela devient de plus en plus difficile pour Kiev en l'absence d'aide américaine. Les Américains, eux, veulent faire fructifier ce fonds avec des investisseurs américains. Les Européens craignent aussi que le plan américain n'accorde du répit aux Russes pour relancer leur économie qui est au plus mal et se renforcer d'un point de vue militaire. Alors oui, ces propositions ne sont pas vraiment prises au sérieux, Marie-Aline, par les Européens. On les compare d'ailleurs même à la Riviera de Trump pour Gaza, c'est dire. D'autres parlent même d'une version économique de la conférence de Yalta en 1945. Merci Sylvia, on comprend évidemment la réaction des Européens stupéfaits. Et Thomas, en même temps, on a bien compris la stratégie américaine. Trump, Poutine, c'est le business avant tout. Exactement, on apprend, et c'est le magazine, la revue, Le Grand Continent qui évoque cette affaire, que les Américains seraient en train d'installer, pour projet d'installer un énorme data center dans la ville de Zaporijjia, qui est toujours en territoire contrôlé par les Ukrainiens. Cette centrale qui se trouve à 70 km environ, ce data center, qui se trouve à environ 70 km de la centrale de Zaporijjia, serait alimentée par cette centrale nucléaire. Donald Trump qui promet à tous ceux qui travailleraient autour de cette centrale des salaires dignes de la Silicon Valley. Voilà, encore une fois, on revient toujours sur la même idée, c'est que la vision qu'a Donald Trump de la solution à ce conflit est purement
transactionnel. C'est de l'argent avant tout pour les États-Unis, de l'argent pour son allié de fait, son allié russe, et le reste, eh bien, pour les Ukrainiens et pour les Européens s'il en reste. Mais c'est comme ça que les Américains raisonnent, c'est comme ça que Donald Trump raisonne. Ce qui a changé, évidemment, et vous l'avez noté, Marie, ces dernières semaines, c'est le rythme des discussions et la pression que mettent les Américains pour arriver à la fin de cette guerre. 2 réunions de la coalition des volontaires cette semaine, la première à Londres lundi, la seconde qui débute dans un peu plus d'1 heure à Paris, pour essayer de trouver une réponse à cette pression énorme de Donald Trump. Un dernier mot pour vous dire quand même que Volodymyr Zelensky est en train de scinder en 2 le plan, ou le dernier plan qui a été proposé par Donald Trump, avec un volet économique d'un côté, on parlait d'argent, et d'un autre côté un volet purement militaire et lié aux affaires géostratégiques. Lui aussi essaie maintenant de gagner du temps, parce qu'on a l'impression qu'Européens et Ukrainiens ont un nœud coulant autour de la gorge et que ce nœud est en train de se resserrer. Général Norlin, c'est quand même compliqué pour Volodymyr Zelensky, pour rebondir sur ce que disait Thomas, de convaincre les Américains de ne pas les lâcher, d'obtenir des garanties de sécurité, quand la priorité de Donald Trump, c'est de faire du business, notamment avec les Russes. Oui, effectivement, mais ce plan est complètement délirant, mais bon, ça montre bien, effectivement, ce qui vient de dire, la volonté de Trump de transformer cet accord de paix, enfin, si on peut appeler ça un accord de paix, en simple transaction. Mais bon, ce que ne dit pas ce que l'on sait actuellement de ce plan, c'est tout le volet sécuritaire, le volet militaire. Donc on voit bien les intentions de Donald Trump sur le plan commercial. Et ce que ne dit pas, c'est ce que pense, enfin on ne le saura jamais, mais ce que veulent les Russes sur cet aspect. Bien sûr, certainement ils veulent bien faire du commerce, mais à quel prix ? Et penser que Vladimir Poutine va simplement céder son âme et son désir impérial sur des problèmes commerciaux, je pense que c'est une illusion. C'est une illusion américaine. Et c'est ça qui est dangereux, c'est qu'il se fait une illusion de Vladimir Poutine et des relations internationales occidentaux-ukrainiennes, si on peut parler ça, ou russes, sur cet aspect commercial, alors que manifestement, le désir, la volonté de Poutine, son ambition, c'est pas simplement de rétablir l'économie russe, c'est son désir impérial d'augmenter, etc., etc. Donc c'est un plan qui est bâti sur une illusion, et je pense que effectivement il y a un très grand danger que les Ukrainiens et les Européens cèdent, ce qu'il ne faudrait pas qu'ils fassent, mais il y a un très grand danger, et s'ils cèdent, c'est un pas de plus vers des affrontements ultérieurs et vers des conséquences qui seront certainement dramatiques. Voilà, donc c'est un moment très difficile au premier chef pour les Ukrainiens, et aussi beaucoup pour les Européens, et ça dépendra de la volonté des Européens et de leur union. Est-ce qu'ils sont vraiment capables, je pense que c'est une des questions dont on pourra parler, est-ce qu'ils sont vraiment capables de résister à cette pression trumpienne ? Bien sûr, hein, et on parlera de ce rapport très inquiétant sur les livraisons d'armes. Hein. Est-ce que les Européens sont capables de prendre le relais des Américains ? Anastasia Kyrylenko, est-ce que c'est comme ça que Poutine tient Trump, les affaires, l'argent, la perspective de s'enrichir encore plus, lui et les entreprises américaines ? En tout cas, comme ça a été dit, actuellement, on peut les considérer comme alliés. Donc Trump, il persévère. Il y avait plusieurs ces ultimatums. Voilà, il faut céder avant le Thanksgiving. Maintenant, le nouveau délai, c'est Noël. Mais donc il y a quelque chose. Par exemple, moi, j'ai fait des enquêtes sur des mafieux russes, mais qui sont étroitement liés avec des services du KGB et puis FSB, ils vivaient massivement dans les bâtiments de Trump, visitaient ses casinos. Un des chefs de la mafia russe, oui. Il avait toujours son limousine de luxe vers les casinos de Trump. Et ensuite, il voulait construire le Trump Tower à Moscou, mais aussi au Kazakhstan. Donc les affaires ont commencé là, sans doute. Et on continuait.
il admire peut-être sincèrement Poutine, sinon ses qualités de leader. Et c'est très étrange que les fonctionnaires américains, ils gobent la propagande russe, même plus que les Européens. Enfin, ceux qui les ont côtoyés disent que en tête-à-tête, c'est possible d'entendre que les fonctionnaires américains sortent de tous les discours de la télé russe sur Novorussia, les nouveaux territoires. Witkoff l'a dit ouvertement, ce sont juste des Russes, voilà, la guerre est finie. Mais le taux de l'économie russe est de 2%. Il y a des estimations différentes jusqu'à 4% du PIB mondial, et Trump reproche à l'Europe d'être seulement à 14,6%. Donc bon courage aux populistes s'ils veulent faire les affaires avec la Russie. Trump, il dit qu'il est très préoccupé par les migrants, la drogue, par exemple. Mais il y a le député de la Douma russe qui est sanctionné pour le trafic du héroïne, de la drogue. Et il y avait la drogue dans la valise diplomatique russe en Argentine qui était destinée aux Pays-Bas, justement. Donc il y a aussi un danger de rencontre entre les services russes et américains. Déjà pendant le premier mandat de Trump, ils se sont réunis pour la première fois depuis la guerre froide. Donc s'ils commencent à coopérer dans ce sens-là, effectivement, ça sera dramatique pour toute la planète. Oui, et je précise que vos enquêtes n'ont pas du tout plu au Kremlin, Anastasia, parce que depuis le 15 octobre, vous avez été placé par la Russie sur la liste des terroristes et extrémistes pour faire votre travail. Oui, voilà, donc vous parlez à une terroriste selon la Russie. Et, si je comprends bien, je ne peux pas aller aux États-Unis. Donc on est des terroristes comme ça, c'est-à-dire politiques. Et, il y a aussi des écrivains célèbres russes qui sont déclarés terroristes, et on nous a prévenu qu'il y avait un risque d'extradition ici on va aux États-Unis. Bon, tant pis, je ne veux pas y aller. Mais justement, parce que je voudrais vous faire réagir, parce que c'est dans ce contexte, tout ça va ensemble, les réactions de Trump vis-à-vis de Poutine, que nos confrères du Moscow Times nous apprennent que les Américains ont refusé l'asile à des dissidents russes qui risquent d'être percutés et enrôlés de force de retour chez eux. C'est le président de l'organisation de la diaspora américaine Russian America for Democracy in Russia qui a déclaré ceci après l'expulsion de citoyens russes mardi dernier. Malheureusement, certaines personnes ont été expulsées parce qu'elles n'ont pas obtenu l'asile. Il s'agit de personnes qui expriment des opinions d'opposition, des personnes pro-démocratiques et pro-européennes, et c'est une grande stratégie. Ça veut dire que sous Trump, espérer trouver l'asile aux États-Unis quand on est russe, c'est mission impossible parce que Trump n'a pas envie de fâcher Poutine ? Sans doute pour ça, mais je connais bien Dimitri Valouyev, il continue le travail et il dit que c'est encore possible, juste ils acceptent des personnes vraiment au profil. Mais même, il y a un homme politique russe qui a demandé l'asile aux États-Unis, il avait un profil assez haut et il se disait trumpiste ouvertement. Donc là, il vient d'envoyer une lettre à Trump en disant « Je suis votre fervent supporter, mais il y a une grave erreur ». Effectivement, la seule explication, c'est que Trump ne veut pas fâcher Poutine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il essaie de se débarrasser de l'Europe dans les négociations de la paix. C'est l'ultimatum de Moscou. On fait le deal et les Européens ne doivent pas y être. Les médias russes en parlent ouvertement. Jean-Antoine Duprat, comment les Européens peuvent convaincre Trump de sauver l'Ukraine, de penser une paix juste dans ces conditions, quand l'obsession de Donald Trump, c'est faire du business avec les Russes ? Déjà, il faudrait que les Européens se mettent d'accord, ce qui est malheureusement pas évident, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, il y a beaucoup de paroles, mais quand on doit passer à l'acte, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Quand on parle de faire la paix par l'économie, parce que Trump disait on va faire la paix par la force, maintenant on peut dire on va faire la paix par le business, pourquoi pas. D'abord, ça me rappelle ce qui s'est passé à Gaza, quand on avait vu cette vidéo absolument hallucinante sur Gaza Riviera. Oui. Deuxièmement, si ça marchait, il n'y aurait peut-être pas eu de guerre en Ukraine. Parce que rappelons-nous la fin de l'URSS, l'idée c'était quand même de faire rentrer la Russie dans une économie ouverte avec les Européens, etc. Et il faut quand même rappeler une petite chose, c'est que les Américains n'ont pas forcément fait tout ce qu'il fallait à l'époque pour que les Russes aussi aient une certaine confiance dans ce qu'ils pouvaient faire et dire. Pourquoi ? Parce que les Américains voyaient dans la Russie un éventuel
potentiels concurrents, notamment pour les livraisons d'armes, pour la vente d'armes. Vous voyez. Donc on ne peut pas dire que les Américains ont toujours été particulièrement clairs sur ce sujet-là. Alors revenir aujourd'hui à la paix par l'économie, pourquoi pas? C'est vrai que c'est la ligne directrice de Trump. Ce qu'il faut, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à Vladimir Poutine? Est-ce que Vladimir Poutine va accepter ça, ou est-ce que Vladimir Poutine saisit l'opportunité de manipuler Trump pour l'amener à abonder dans le sens de ses intérêts? On aurait plutôt tendance à penser à la deuxième solution. Les Européens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ce contexte? Essayer de convaincre Trump. Mais on voit que ça ne marche pas bien. Alors, c'est vrai qu'il faut voir aussi la temporalité. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la nécessité d'aller vite, mais Trump aussi, il a une échéance qui va arriver à la fin de 2026. Et on parlait tout à l'heure de la cote de popularité de Zelensky en Ukraine, mais actuellement aux États-Unis, il se passe des choses quand même en matière électorale. Et il y a quelques revers électoraux qui se lancent, notamment à Miami. Vous voyez, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus être complètement défaitiste et pessimiste dans cette affaire-là, puisqu'on n'aura pas toujours affaire non plus à une administration de Trump. Mais si on reprend un peu de distance, on a deux nationalismes aux États-Unis qui s'expriment. On a un nationalisme qu'on peut qualifier de civique, c'était celui qui portait des valeurs et qui faisait que les Américains défendaient l'Europe et défendent l'Ukraine. Et puis on a un nationalisme dont une qualification était assiégée, dans lequel les États-Unis partaient sur de l'isolationnisme. Et le choix que fait Trump aujourd'hui, en n'étant pas aimable avec ses alliés, même en disant que ce sont des ennemis économiques, est un mauvais calcul. Parce que l'isolationnisme, ce type d'isolationnisme va être très contre-productif pour les États-Unis, et notamment dans leur volonté d'avoir ce challenge avec la Chine. Puisqu'on voit que derrière tout ça, il y a quand même la Chine qui observe tout ce qui se passe. On y reviendra à la Chine, justement, en relation avec Vladimir Poutine. Face à cette collusion entre États-Unis et Russie, un allié de l'OTAN, et pas n'importe lequel, affirme que les États-Unis de Trump représentent une menace pour la sécurité de l'OTAN. C'est ce que révèlent nos confrères de Newsweek. L'alerte vient du Danemark, qui pour la première fois a identifié les Américains comme l'une des menaces à sa sécurité dans son évaluation annuelle des risques publiée hier. Sylvia, racontez-nous. Oui, effectivement, c'est une première, le Danemark qui désigne les États-Unis comme l'une des menaces pour sa sécurité. Le service de renseignement de défense danois publie chaque année son rapport et évalue les risques. Regardez ce qu'il dit. Les États-Unis utilisent le pouvoir économique, y compris la menace des tarifs élevés, pour faire respecter leur volonté et n'excluent plus l'usage de la force militaire, même contre des alliés. Selon le rapport, l'incertitude aussi qui est entretenue par les États-Unis sur son rôle sécuritaire incite la Russie à intensifier ses attaques hybrides contre des membres de l'OTAN. Et on sait que Moscou est pointé du doigt pour des survols de drones et des violations d'espace aérien avec ses avions. Il faut savoir que le Danemark a tout de suite été la cible de Donald Trump avec ses déclarations sur le Groenland. On va l'écouter d'ailleurs, le président américain, c'était en mars dernier. Nous avons besoin du Groenland pour notre sécurité nationale et internationale. Je pense donc que nous irons aussi loin qu'il le faudra. Nous avons besoin du Groenland et le monde a besoin que nous ayons le Groenland, y compris le Danemark. Le Danemark doit nous laisser avoir le Groenland. Si vous regardez les navires au large du Groenland, il y a la Chine, la Russie. C'est un endroit où nous devons être présents. Si nous ne sommes pas là-bas, nous ne pouvons pas avoir de sécurité nationale ou internationale. Voilà, des propos qui avaient été suivis, souvenez-vous, d'une visite très polémique de J.D. Vance sur place. Le Danemark, sur ses gardes, depuis, avait installé d'ailleurs un système d'alerte pour surveiller les commentaires de Donald Trump sur ce territoire danois. Les territoires, justement, Sylvia, qui ne sont pas seulement lorgnés par les États-Unis. Non, toujours selon ce rapport des services de renseignement danois, et cela a d'ailleurs bien d'être dit par Donald Trump, il y a une concurrence accrue entre les États-Unis, la Chine, la Russie concernant le Groenland et l'Arctique. Regardez ce que dit également ce rapport. L'importance stratégique de la région croît à mesure que le conflit entre la Russie et l'Occident s'intensifie. La tension portée par les États-Unis sur la sécurité sur l'Arctique accélérera cette évolution. Et cette attention, elle accroît les menaces d'espionnage,
de cyberespionnage et des tentatives d'influence partout dans toutes les régions du Danemark. Et si Donald Trump a cessé d'avoir des propos virulents sur le Groenland, il n'a pas du tout abandonné l'idée de garder le contrôle, de prendre le contrôle de ce territoire. Il tente plutôt de persuader les habitants de l'avantage économique de ce partenariat. Voilà pourquoi le Danemark a une position unique dans l'Europe à cause du Groenland. Si les renseignements n'annoncent pas d'attaque imminente dans le pays, eh bien quelque chose a changé dans la relation, disent les Danois, et ils ne peuvent pas l'ignorer, d'où cette alerte des services de renseignement. Merci Sylvia. Alerte choc, Général Norlin. Est-ce que l'Amérique de Trump est une menace pour la sécurité de l'OTAN ? Bien sûr, parce qu'il prend complètement l'OTAN à contre-pied. Il s'affiche, et les Danois ont parfaitement raison en désignant l'Amérique, les États-Unis en l'occurrence, comme un véritable adversaire. Alors c'est d'autant plus amusant que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le Danemark c'était quand même un des chefs de file de l'Alliance Atlantique, de la protection américaine, de la sécurité. Et là, avec le Groenland notamment, ils ont complètement changé d'opinion et ils sonnent l'alerte parce que c'est effectivement ça. Qu'est-ce que devient l'OTAN dans cette circonstance ? L'OTAN, pour l'instant, est condamnée à l'impuissance, au mieux. Pourquoi ? Parce que l'OTAN, c'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis. Tout a été construit par l'OTAN dans l'OTAN et notamment avec les pays européens pour que l'OTAN américaine assure la sécurité de l'Europe, de l'Ouest. Donc, étant donné que ce sont les Américains qui ont toujours les commandes otaniennes, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que l'OTAN, donc, ne peut pas agir contre l'intérêt des États-Unis et ne va pas pouvoir agir pour la protection de l'Europe comme c'est sa mission normalement. Donc voilà, moi je dis, pour l'instant, l'OTAN est morte. L'OTAN est morte ? L'OTAN est morte parce que qu'est-ce qu'elle va... Vous y allez, Général. Oui, l'OTAN est morte dans sa forme actuelle. Je ne dis pas que l'OTAN, si elle se transforme, et moi je dis si elle s'européanise beaucoup plus, et donc si les Européens, est-ce possible, encore faut-il que les Européens soient unis, si les Européens arrivent à prendre le contrôle, parce que l'intérêt de l'OTAN, c'est que c'est une organisation qui fonctionne depuis des dizaines d'années, qui a été éprouvée sur le terrain, dans lequel les armées européennes, qui aussi diverses soient-elles, sont quand même réunies, travaillent ensemble, savent travailler ensemble, ont des normes communes, c'est très important, ont des normes communes pour le combat, pour les opérations, le langage, toutes les règles. Il y a donc tout un cadre à la fois réglementaire, opérationnel, logistique, etc., qui est otanien. Ça, c'est un cadre, j'allais dire, c'est un trésor sans lequel l'Europe aura bien du mal à construire sa propre défense complètement autonome. Mais si vous voulez, il n'y a plus ça, si les États-Unis se retirent, voilà, il va rien se passer. Donc je dis, dans sa forme actuelle, l'OTAN est morte. Et c'est le problème de sécurité que va se poser aux Européens, parce que jusqu'à maintenant, même dans les conditions qui étaient valables, qui étaient réelles jusqu'à ces jours-ci, encore les pays européens, on a tous entendu les responsables. Je ne parle pas de la comédie de Mark Rutte devant le président américain, mais on a tous entendu les responsables, non seulement otaniens, mais les responsables politiques et militaires européens en disant « Oui, mais l'OTAN, les États-Unis, notre lien avec les États-Unis, c'est très important, etc. etc. » Si les États-Unis, de façon explicite, désignent l'Europe comme un adversaire, pas seulement commercial, mais idéologique, parce que derrière ça, il y a toute l'attaque idéologique américaine. Donc l'OTAN est condamnée à l'impuissance tant que les Européens ne savent pas s'unir et réagissent. La donne a changé, Thomas. Alors oui et non. Tout à l'heure, j'ai parlé du verre à moitié vide, je vais vous parler du verre à moitié plein. Vous avez raison quand vous dites que l'OTAN est menacée dans sa forme actuelle. Je note, moi, qu'hier, le Congrès américain, en tout cas une partie de ce Congrès, la Chambre basse a voté un document qui empêche le Pentagone, par exemple, de faire baisser le nombre de soldats américains en Europe en dessous de 76 000. Donc ils sont obligés de rester sans
l'aval du Congrès. Ce texte va passer au Sénat, il va très certainement être voté. Il y a de plus en plus, je trouve, une dissension entre les annonces faites et les orientations données par Donald Trump et ce qui se passe au Parlement, aux États-Unis, que ce soit dans la Chambre des représentants ou au Sénat. J'étais aux États-Unis, vous le savez, il y a une dizaine de jours où on m'expliquait qu'on considérait, que beaucoup d'élus considéraient que Donald Trump avait un peu oublié son parti, le Parti républicain, mais aussi la base MAGA, et qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de ces élus qui comptent d'abord de moins en moins sur Donald Trump pour leur réélection l'année prochaine, et qui en plus font entendre leur petite musique. Donc les États-Unis, évidemment, vu d'ici, c'est essentiellement Donald Trump. Il parle vite, il parle beaucoup, il parle fort, on n'entend que lui. Mais derrière toutes les annonces du président américain, il y a quand même des juges, notamment pour la question des tarifs. Il y a des garde-fous qui sont des parlementaires. Alors ils ont été affaiblis, ces garde-fous, c'est incontestable, Marie, mais ils existent toujours, y compris pour cette question ukrainienne, y compris pour le financement de la guerre en Ukraine. Vous savez qu'il s'est réduit à peau de chagrin côté américain pour 2026. Il y a encore moyen pour les Américains de changer de trajectoire, même si ce n'est pas ce qu'annonce Donald Trump. Il est dans la négociation, Donald Trump, il ne faut pas l'oublier, transactionnel essentiellement, il ne faut pas l'oublier, mais il y a derrière lui des réalités économiques, politiques, dont il ne peut pas s'absoudre. Antoine Duprat. Oui, effectivement, on ne prend pas suffisamment en considération, je pense, le fait que Trump il a une durée de vie politique relativement limitée, et que effectivement au niveau du Parti républicain, il y a quand même toute cette histoire de la Russie ennemie du temps de l'URSS qui n'a pas du tout été oubliée. Bon, après, il y a beaucoup d'Américains qui ont des origines européennes, il ne faut quand même pas l'oublier non plus. Donc tout ça fait qu'il y a quand même des liens. Une majorité. Trump lui-même. Trump lui-même, bien sûr. Donc il ne faut pas oublier tout ça. Donc ça crée quand même un socle. Alors l'OTAN, tout est en difficulté aujourd'hui, à cause justement de Trump et des prises de position qu'il a. Mais ça peut quand même évoluer. Et il faut espérer que ça évolue. Mais ce qui est important dans ce que fait Trump, cet électrochoc, c'est que ça devrait obliger l'Europe à réagir et à se prendre en considération, à se prendre en main. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, cette tentation des États-Unis de se retirer sur eux-mêmes. Ça a toujours été dans toute l'histoire des États-Unis. Et donc il serait peut-être temps pour les Européens, si on veut être une puissance économique aujourd'hui, il faut être une puissance avec une unité de voix, de décision, etc. Et dans un certain nombre de domaines importants. Et la défense fait partie de ces domaines-là. Et quand on voit aujourd'hui la façon dont se comportent les Européens, il y a toujours ces initiatives qui sont prises de la coalition des volontaires, qui avaient été prises d'ailleurs au lendemain, je crois, de la rencontre très difficile de Zelensky dans le bureau ovale. C'est à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui a avancé depuis ? On est toujours un peu dans le palabre. Et c'est ça qu'il faut faire maintenant. Il faut passer à l'acte. Et la difficulté, c'est qu'on n'a plus beaucoup de temps. On aurait dû se réveiller à beaucoup plus longtemps. Il fallait se réveiller probablement au moment où la Russie s'est occupée de la Géorgie. Il fallait se réveiller au moment du discours de Munich de M. Poutine. Donc là, aujourd'hui, on a perdu du temps. Et là, on est au pied du mur. Et comme on dit, les pieds du mur sont faits pour voir les maçons. Alors, que va faire l'Europe aujourd'hui pour essayer de reprendre en main tout ça ? Et peut-être que l'OTAN, c'est peut-être la meilleure base qu'il pourrait y avoir aujourd'hui pour essayer d'organiser une défense. Alors, je parle souvent de contrôle en général, mais ça serait probablement une des meilleures bases pour organiser une défense européenne. Bien sûr. Les Américains, d'ailleurs, Trump dit lui-même, mais il faut que les Européens payent davantage et prennent davantage en charge leurs dépenses. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent pour le faire ? On va poursuivre ce débat avec vous, notamment Anastasia, parce que c'est une question évidemment clé. À l'aune de cette réunion entre les Européens, la coalition des volontaires pour aider l'Ukraine,